Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cette série, de ce guide NBA pour la saison 2024-2025. Et aujourd'hui, on va se réintéresser à la conférence Est et à une équipe qui me tient tout particulièrement à cœur. Vous l'avez évidemment vu avec le titre de la vidéo, avec la miniature et avec l'arrière-plan aussi. Puisqu'aujourd'hui, on va s'intéresser aux Boston Celtics, mes Boston Celtics, des Celtics qui, sans surprise évidemment, ont été champions l'année dernière. Le titre de cette vidéo, c'est évidemment les Celtics vont-ils faire le back-to-back? C'est quasiment la seule problématique de leur saison. Il y en a d'autres, mais c'est des problématiques individuelles. C'est la seule problématique collective des Celtics cette saison. Donc, l'image de la saison dernière, évidemment, c'est cette victoire en finale. C'est la seule équipe qui termine la saison avec une victoire. Donc, c'est évidemment très particulier. C'est les sports américains, c'est comme ça. Il y a toujours une équipe qui gagne à la fin. Et l'année dernière, du coup, c'était les Celtics. Après des années quand même de difficultés. Alors de difficultés relatives, mais pour cette équipe qui est quand même légendaire en NBA, pour le coup je dirais pas assez légendaire, je me suis fait reprendre en commentaire pour les Bulls, les Celtics, il n'y a pas de doute, c'est une équipe légendaire en NBA, celle qui a remporté du coup désormais le plus grand nombre de titres dans l'histoire de la NBA, 18 titres. Et pour le coup, il n'y a pas de contestation possible, contrairement au titre des Lakers. Donc 18 titres, c'est une équipe qui était légendaire dans les années 60, la plus grande équipe des années 60, qui a eu un comeback aussi dans les années 80, au milieu ou à la fin même des années 2000, et donc au début des années 2020, fin 2010, on pourrait dire. Ils ont quand même pas mis énormément de temps avant de revenir, parce qu'il y a eu l'époque Paul Pierce, Kevin Garnett, qui s'est terminé à peu près autour de 2010. Et aux alentours de 2016-2017, il y a eu la draft, évidemment, de Jaylen Brown et Jason Tatum, pardon. Et l'arrivée de Kyrie Irving, ça a un peu lancé cette équipe. Donc Kyrie Irving est parti, évidemment, on connaît l'histoire. Et cette équipe, depuis quelques années, elle est prétendante au titre, avec une finale en 2022, qui avait été manquée, et donc beaucoup de finales de conf. Je crois qu'elle est sur 3 ou 4 finales de conf consécutives. Et évidemment, grosse prétendante au titre, avec un effectif très fort pour le coup, mais assez équilibré. Il n'y a pas de... Alors on pourrait dire il y a une vraie star, c'est Jason Tatum, mais pour moi c'est pas une vraie star, Jason Tatum. On parlera de l'effectif plus tard. La saison dernière a été incroyable, 60 victoires, un grand pourcentage de victoires, et en play-off, ça a vraiment pas traîné. Le maximum qu'ils ont fait en play-off, c'est des séries de 5 matchs, donc vraiment que des séries courtes, pour finalement venir à bout du Heat, puis des Cavaliers, puis des Pacers, et enfin des Mavericks en finale, avec des équipes qui, pour en tout cas celle de l'Est, étaient quand même des équipes blessées. On n'avait pas de Jimmy Butler pour le Heat, on n'avait pas de Donovan Mitchell, pas de Jarrett Allen. En tout cas pendant toute la durée de la série, il y avait un Tyrese Haliburton légèrement blessé pour les finales et une équipe globalement fatiguée. En revanche, les Mavs, pas spécialement d'excuses, on peut dire qu'ils étaient fatigués, mais bon, ils étaient venus à bout plutôt facilement des Wolves, donc ils avaient eu beaucoup de repos aussi. Donc pas de réelle fatigue, je pense, pour les Mavs. Je pense que c'est une excuse encore qu'on veut trouver à la victoire des Celtics,
qui pour le coup complètement dominé la NBA la saison dernière, il n'y a aucun doute là-dessus. Avec ce titre, donc cette saison, il n'y a pas grand-chose qui change au niveau de l'effectif, c'est un des effectifs, sinon l'effectif qui change le moins. Évidemment, toujours... alors Porzingis est blessé, encore une fois. Globalement, de ce que j'ai entendu, c'est plutôt positif pour qu'il revienne assez vite. À ce poste 5, Porzingis évidemment c'est un 4,5, c'est pas vraiment un 5. À ce poste 5, il y a aussi Al Horford, il y a Luke Kornet, il y a Xavier Tillman, il y a beaucoup de candidats, parce qu'on sait que Porzingis ça peut se péter très rapidement, que Al Horford est assez vieux aussi, que Luke Kornet ça assure pas forcément, donc il y a un équilibre avec ces 4 là, qui est plutôt pas mal je trouve, qui peuvent aussi prendre potentiellement une place de 4, 4,5. Jason Tatum, évidemment, titulaire à ce poste 4, 3-4, Jaylen Brown au poste 3, Derrick White au poste d'arrière, Jrue Holiday en tant que meneur. Ça a très bien fonctionné l'année dernière, c'est un collectif qui est à la fois très défensif, très offensif, tout fonctionne dans cet effectif, je trouve. Un coach jeune qui laisse jouer ses joueurs, qui est très proche de ses joueurs et qui les laisse beaucoup jouer. C'est pas, on est loin du coach très tactique à la Guardiola au foot. Et il y a quelques joueurs aussi de remplacement, donc on a déjà parlé de Al Horford. Il y a aussi le jeune Peyton Pritchard, qui commence déjà d'ailleurs à plus être très jeune, à entrer dans la maturité, qui est un vrai Celtics dans l'âme, puisqu'il a été drafté par les Celtics, et qu'il a grandi dans cette équipe en NBA. Voilà, c'est un joueur exceptionnel que moi j'adore de plus en plus de chaque année, que j'adore de plus en plus au fil des ans. On a Sam Hauser aussi, la gâchette à 3 points, qui peut complètement passer à côté de son match, et puis au match suivant mettre 10 paniers à 3 points, comme ça avait été le cas face aux Pistons cette saison. On a toujours Jaden Springer, J.D. Davison, qui joue pas énormément, Jordan Walsh aussi, que j'ai pas mis. Lonnie Walker, par contre, c'est une vraie arrivée, c'est potentiellement un joueur qui va intégrer les rotations. Je le mets pas très haut dans mon estime, mais c'est un joueur qui peut avoir des performances qui sont assez élevées. Donc si il arrive à maintenir le niveau de travail qu'a cette équipe et le niveau de coordination qu'a cette équipe, à la fois en attaque et en défense, pourquoi pas intégrer les rotations. Mais s'il ne s'inclut pas, c'est pas non plus très grave pour cette équipe qui est la même que celle qui a gagné le titre globalement. Le joueur à suivre pour moi dans cette équipe, ça sera Kristaps Porzingis. Alors c'est assez difficile de donner un joueur à suivre parce que cette équipe elle est très très équilibrée pour le coup. On l'a vu au moment de décerner des prix en fin de saison et même au moment à la fin des playoffs. C'est très compliqué parce qu'elle est très homogène. Et Kristaps Porzingis, pour le coup, il y a quand même une légère marge de manœuvre à cause, surtout, pas de ses performances, mais à cause de ses blessures. Il y a aussi le fait que je pense qu'il peut faire mieux en termes statistiques. Alors 51% au tir, c'est très bien, surtout pour un joueur qui tire beaucoup à 3 points ou à mi-distance. Presque 2 comptes par match, c'est super aussi, presque une interception par match. En revanche, en termes de rebond, en termes de points surtout, je pense qu'il peut faire mieux. D'ailleurs, on a vu qu'en play-off, il avait été capable, notamment lors de la finale, d'hausser vraiment son niveau de jeu. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner cette saison. Mais moi je pense que Porzingis c'est un joueur qui peut encore progresser dans cette équipe. Et on va voir si, évidemment, on sait que le problème avec leur Porzingis, c'est que il se blesse assez souvent. Il fait très peu de saisons complètes. Et là, c'est surtout les playoffs qu'il avait manqué. La saison, c'était encore ça allait. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Au niveau des résultats et de mon pronostic de fin de saison, évidemment, je les vois pas éliminés directement. Je les vois pas non plus atteindre le niveau play-in. Pour moi, c'est qualifié directement. Ça fait partie, évidemment, du trio de tête. Les champions en titre, il n'y a aucun doute là-dessus. Et j'ai hésité, franchement j'ai hésité quand même, mais je les ai mis premiers de la conférence Est, pardon. Premiers de cette conférence parce que, pour moi, ils sont toujours très dominants. Il y a toujours un peu
un niveau un peu en dessous en saison régulière pour les équipes qui sont championnes en titre, qui ont tendance à gagner moins de matchs. Et pour moi, c'est quand même encore très très dominant, à l'Est en tout cas, même si je pense que ça s'est resserré avec le trio de tête. Il y a vraiment un trio de tête cette saison. Et ça s'est bien resserré avec Boston qui vraiment dominait complètement. Il n'y avait plus aucune surprise en fin de saison avec eux. Donc voilà, moi c'est ici que je les vois. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi où est-ce que vous les voyez. Dites-moi aussi si vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner pour continuer à suivre cette série, ce guide NBA sur la saison 2023-2024. J'ai été évidemment ravi de faire cette vidéo, qui n'est pas la plus compliquée parce que c'est une équipe que je connais très bien, j'ai pas beaucoup de renseignements à prendre. On se retrouve demain pour parler d'une autre équipe, peut-être un peu moins favori que les Celtics, et d'ici là, moi je vous dis à très vite.